Donc, bonjour à l'équipe 4, Code Finance niveau universitaire. Je vais lire le règlement, puis ensuite vous allez être prêts à commencer à parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit être entre 13 et 15 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante à votre 13 minutes sera imposée. Le décompte de temps vous sera fait à l'aide d'un carton lorsqu'il va rester 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite les juges à se présenter. Bonjour, je suis Jean-Luc Labiade de la compagnie SFL Gestion de patrimoine. Je suis directeur au niveau de la formation des jeunes recrues au 0-36 mots. Et j'ai également une business d'investissement, donc depuis maintenant 4 ans auprès des porteurs de la juridique à l'endroit de l'affaire de jeu. Bonjour, je m'appelle Frédéric Desnach, je suis directrice stratégique d'un cabinet de services financiers pour SFL Gestion de patrimoine. Je suis aussi directrice adjointe au développement des affaires formation des recrues 0-36 mots aussi pour SFL Gestion de patrimoine. Bonjour, je suis Mélanie Raymond, directrice principale développement de marché chez Desjardins pour la Caisse de la Chaudière. Bonne chance. Merci. Bonjour, je m'appelle Félix, je suis conseiller en sécurité financière et puis je vous souhaite bonne chance pour le concours. Merci. Ah, je voulais que ce soit court. Parfait. Tout d'abord, merci beaucoup d'être ici présent aujourd'hui pour notre présentation. On sait que vous prenez votre temps ici, donc c'est très apprécié de nous écouter aussi activement. Donc, à l'équipe F4, moi c'est Félix. Christophe. Et Félix aussi. Donc, aujourd'hui, ce qu'on avait comme projet, c'était l'évaluation de Private Cruise Limited. Donc, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui comme évaluation. Donc, comme introduction, c'était quoi? Ça va être quoi le plan de la discussion? Ça va être quoi notre présentation? Vraiment, on va établir le mandat. C'est quoi le mandat que vous avez donné dans le cas? Ce qu'on a retiré de la problématique. Ensuite, donc, on va voir les ratios, les délais, les coûts des actions, le coût moyen pondéré du capital, la valeur actualisée des flux, donc tout l'argent qui va s'en venir dans le futur de la compagnie, le vote d'investissement de M. Waller, la valeur de l'entreprise et ensuite on va faire une conclusion. Donc le mandat c'était quoi? C'était de savoir si l'évaluation de M. Waller, que son statement était que l'action était surévaluée présentement. Donc c'est vraiment ça qu'on voulait comparer. Est-ce que son statement est vrai ou faux? Donc, est-ce que la compagnie présentement est surévaluée ou sous-évaluée? Donc, l'investissement de M. Broder, c'était 1,2 million qu'il voulait faire. Il voulait générer des profits moyens d'environ de 120 000 annuels. Donc, c'est un rendement d'environ 10 annuel sur son investissement de 1,2 million. Voilà, donc tout d'abord, les ratios là, de liquidité. On n'a pas de comparatif vis-à-vis de l'industrie, donc on ne peut pas savoir si, par exemple, la Carnival ou les autres concurrents ont des meilleurs ratios que la nôtre ou moins bons. Par contre, on sait d'abord le ratio de liquidité est au-dessus de 1. Donc, à court terme, la compagnie peut venir à bout de ses dettes. En fait, elle peut payer les passifs court terme qu'elle a. Il n'y aura pas de problème là, à court terme là-dessus. On a dans les dernières années. Mais les projections aussi, c'est la même chose. Donc, la dette à court terme, le ratio de liquidité se maintenait positif. Le rendement de capitaux propres aussi est positif. Et puis, on avait une augmentation là, dans le futur. Il y a eu une légère diminution là, dans le passé du rendement des capitaux propres. Mais avec les prévisions qu'on avait, on va voir une augmentation. Mais ça, on va en parler plus tard de toute façon. Et puis, le ratio de dette sur capitaux propres aussi tend à diminuer, ce qui veut dire que la compagnie est capable là, de rembourser tranquillement sa dette totale. Et puis, ça, c'est clairement un ratio qui est positif, c'est-à-dire que si M. Bowater a une partie est actionnaire d'entreprise, pour lui, c'est la valeur d'entreprise que lui détient augmente dans ce sens-là. Donc, c'est des ratios qui sont tous positifs dans les dernières années. Puis ensuite, on va parler des prévisions de ces ratios-là. Okay. Aussi, je veux juste ajouter à mon collègue Félix que les rendements des capitaux propres de l'année 2013 à 2015 ont eu des années exceptionnelles au niveau de l'industrie des croisières. Donc, toutes les compagnies avaient fait extrêmement bien, mais depuis 2015, il y a une petite descente au niveau de l'industrie, au niveau des revenus. Donc, ce
qui explique en gros la décroissance au niveau du rendement des capitaux de compte. Donc, au niveau des délais des fonds de roulement, la rotation des stocks est environ de 43 jours, ce qui est, selon moi, excellent. C'est de quoi qui, un mois, on pense à une croisière. Une croisière, c'est pas un événement de journée ou 2 jours, c'est 2 semaines. Et ensuite, il y a aussi des croisières qui durent un peu plus longtemps que 7 jours. Donc, au niveau de 43 jours, ça se fait assez rapidement. Le recouvrement des comptes clients, on est dans un délai d'1 mois. C'est excellent. Donc, tous les achats de crédit qui sont faits au niveau de la croisière sont récupérés assez vite. Et les recouvrements des comptes fournisseurs, on est capable d'étirer jusqu'à 1 an le remboursement des fournisseurs, ce qui nous permet, entre autres, ce qui explique, entre autres, le taux de liquidité qui est quand même assez élevé à 1,5 dans ces années-là. Donc, on est capable de conserver notre encaisse le plus longtemps possible jusqu'à un délai d'1 an. Et puis, entre autres, on n'a pas non plus de comparatif là, avec l'industrie, donc ça pourrait être intéressant quand même de savoir ce que les compétiteurs font eux. Est-ce qu'on fait mieux? Est-ce que là-dessus, la compagnie pourrait aller peut-être chercher des gains ou être en avance là, de ses compétiteurs? Donc, dans l'un ou l'autre des cas, ça pourrait nous dire là, sur l'avenir de l'entreprise. Est-ce que ça serait quelque chose à travailler ou c'est une de ses forces? Ici, notre rendement du dividende, on a pris la moyenne des 2 méthodes qu'on avait trouvées pour arriver à 4,84 Ça nous a permis ensuite de calculer le CAPM avec la pondération de nos ratios qu'on avait trouvés dans nos états financiers. Le taux sans risque nous était déjà donné, donc on a juste eu à le placer dans la formule, pour ensuite trouver nos dividendes qui étaient, comme vous voyez ici en haut, on a pris les dividendes totales divisés par le nombre d'actions, puis on a divisé ça par le prix, ce qui nous donnait un taux de 4,62 puis ensuite, pour arriver à une moyenne, à un taux, une moyenne des deux de 5,52. Donc, c'était ça pour notre rendement, notre coût de capitaux. OK, non, mais c'est ça, en fait, on voit que, évidemment, le coût de liquidité pour l'entreprise est plus élevé que le coût de sa dette. Pas tellement, par contre, il n'y a pas une énorme différence là, entre les deux. Ce qui fait que si on regarde la structure d'entreprise, de la façon qu'elle est faite, il y avait 55% et 93% de dette, puis 44% d'équité. Ce qui donne quand même, en moyenne, c'est ça nous donne 5,01%. Ce qui veut dire que, quand on va annualiser tous les flux de trésorerie, c'est à cette moyenne-là qu'on va l'annualiser. Puis c'est sûr que ça tient. Peut-être que la structure d'entreprise va changer dans le futur. Ça, c'est le coût là, maintenant, au moment où M. Bowater veut faire son investissement. Puis c'est sûr, comme on regardait dans le précédent ratio, on voit que la dette tend à diminuer. Donc peut-être qu'au final, on pourrait, ce taux-là, le MPC, ça pourrait être quelque chose qui pourrait tendre à diminuer. Puis, donc voilà, je crois que c'est tout. Les prochaines diapositives, là, ils vont se fonder sur le 5,01 qu'on a trouvé là, qui est la moyenne pondérée là, de nos deux manières d'avoir le capital. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris chaque assomption qui était donnée par l'analyste du cas. Ensuite, on a pris chaque donnée, on a trouvé un chiffre particulier qu'on a actualisé selon le nombre d'années jusqu'à 2018, le moment où est-ce qu'on devait acheter l'action. Puis tout ça, on est arrivé à une valeur par action de 31,21, ce qui était, donc on a trouvé que l'action était sous-évaluée par rapport à sa vraie valeur. Donc ça nous a donné un indice que probablement que c'était un bon investissement. Donc, effectivement, tous les calculs qui ont été effectués avec toutes les formules qui nous ont été données, toutes les équations. Donc, pour calculer l'investissement et le retour sur l'investissement de M. Bowater, on a pris sa part en capital par rapport à tout son nombre d'actions, c'est le 60 000 nombre d'actions versus divisé par le nombre d'actions totales en circulation, le 11,15 millions. Ce qui donne un pourcentage de capitaux propres qui appartient.
le pourcentage de capitaux propres qui appartient au niveau de M. Bowater, c'est 0,54% de toute la compagnie. Par la suite, ces profits actualisés, donc c'est les dividendes futurs plus les flux futurs, monétaires futurs, divisé fois son pourcentage d'ownership, de propriété. Donc, ce qui nous vient nous donner le 256 millions de dollars. Et le tout divisé avec son investissement total annualisé à 10 ans sur une période de 10 années. Ce qui va donner un profit moyen annuel de 214 000 $ de M. Bowater. Ce qui veut dire en fait qu'on remplit, lui, ce qu'il souhaite faire, c'est le 120 000 par année. Il souhaite faire 10 donc on le remplit si on tient compte là, de la formule qui était donnée avec le cas. C'est-à-dire, lui, ce qu'on prend en compte, c'est que les revenus de l'entreprise que lui va faire, les revenus nets que l'entreprise va faire, plus les dividendes, et puis avec sa part de propriété dans l'entreprise. Donc ça veut dire que, pour répondre à la question du cas, oui, M. Bowater, c'est un investissement qui va remplir ses attentes, c'est-à-dire de faire 220 000 par année. Donc, bon, c'est ça, avec la façon dont on l'a calculé, on arrive là. La réponse est oui. Donc là, en lisant un peu plus le cas dans l'industrie, on a pu déduire que les parts de marché d'entreprise étaient 1,32%. Puis, si on comparait à l'industrie, ce que vous voyez ici, la marge brute de Private Cruise Limited était beaucoup plus élevée que celle de l'industrie. Donc, on était à la conclusion que c'était une bonne chose parce que les profits étaient plus élevés. Donc, ça nous a fait conclure que les gens avaient probablement plus le goût d'aller vers une compagnie de croisière comme Private Cruise, parce que c'était plus une compagnie de prestige, puis à ce moment-là, ils étaient prêts à payer plus pour l'expérience qu'ils pouvaient avoir dans les croisières. Donc, on est arrivé aussi à la conclusion que c'était une compagnie qui était bien nichée à cause de leur marge qui était beaucoup plus élevée. Ça, en termes de dollars, peut-être c'est que l'industrie, ce que ça disait, c'est que le bénéfice de la marge brute, que la moyenne de l'industrie était capable de faire, le chiffre d'affaires était environ 1 000 $ par client qui prenait la croisière, mais il était capable seulement de dégager de ça 226, là, je ne sais pas exactement les chiffres, on les a plus loin dans l'annexe, 226 $ de chaque passager. Parce que nous, notre compagnie, la marge brute qui était capable de dégager, c'est 734 $, ce qui fait que c'est nettement au-delà de ce que le reste de l'industrie est capable de faire. Puis c'est ça, comme on disait, c'est des ratios qui se comparent peut-être à l'industrie du luxe, puis c'est ça qui expliquerait pourquoi tant de célébrités dans les dernières années ont été avec le Private Cruise Limited. Et pour ajouter à mes collègues, concrètement, ce que ça veut dire à 70% de marge brute, c'est une profitabilité en termes. Donc, en étant capable de faire 70% d'argent de profit net sur le profit brut, sur les revenus, bien, ça permet d'avoir beaucoup d'argent qu'on peut ensuite investir au niveau des frais administratifs, on peut faire de l'investissement au niveau marketing. Donc, il y a une possibilité, il y a de l'argent qui est disponible par la suite après d'avoir payé notre marge brute pour pouvoir investir et ensuite augmenter le chiffre d'affaires en long terme. Notre conclusion, c'est qu'investir dans cette compagnie-là, ce serait une bonne idée. Premièrement, parce qu'elle est sous-évaluée. Deuxièmement, parce qu'elle est plus profitable que le reste de l'industrie. Puis parce que nos flux de trésorerie sont positifs, donc on arrive à une valeur nette actualisée positive. Donc on pense qu'à long terme, on voulait comparer ça un peu aux marques de prestige dans l'industrie automobile, un peu comme Ferrari. C'est quelque chose qu'à long terme, les gens vont probablement continuer à avoir de l'engouement quand ils voient des gens comme des célébrités utiliser ces croisières, profiter du service de croisière que la compagnie offre. Donc, c'était ça. En plus de ça, ça permettait de remplir les objectifs de M. Bowater qui va pouvoir atteindre son objectif de 120 000 $ par année et plus grâce à cet investissement-là. Donc,
donc on pense qu'on devrait investir dans cette compagnie. Puis une grosse avantage, une force de la compagnie, effectivement, c'est qu'elle est vraiment bien nichée. Donc, comme mes collègues ont mentionné plus tôt, en étant bien niché, ça te permet d'avoir justement la marge brute aussi élevée par rapport à l'industrie. Une de ses faiblesses, effectivement, c'est qu'elle peut être petite. Oui, c'est 1% des parts de marché. Mais par contre, ça fait une belle opportunité qu'il y ait de l'espace de croissement. Par exemple, si on prend la plus grosse, qui était Royal, qui détient 20-30% des marges, des parts de marché, essayer d'augmenter les parts de marché, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, en ayant tout ça, ça donne une belle opportunité à Private Cruise d'augmenter son chiffre d'affaires. Donc, ça fait un lien avec la marge brute qu'on est capable de retirer tantôt pour investir, pour aller chercher plus de parts de marché. Donc, on est capable d'aller. Il y a une profitabilité à long terme de Private Cruise. C'est aussi ce qui nous permet d'avoir confiance un peu en les prévisions qu'on a faites. C'est sûr qu'un changement drastique dans l'industrie pourrait, les prévisions qu'on a pour 2021, on pourrait peut-être les remettre en perspective, etc. S'il y avait un changement majeur, mais comme on est dans l'industrie du luxe, on pense quand même que ça ne va pas nécessairement varier. Il va y avoir moins de variations, puis le bêta aussi le démontre, qui est à 0,8. Donc on pense que nos prévisions sont quand même assez solides là-dessus, ce qui nous permet de dégager un free cash flow qui va, si on l'actualise, qui est quand même assez stable. Donc, merci pour Water de investir. C'est terminé, merci. Merci beaucoup. En fait, j'avais une première question. Je vois que vous avez basé surtout peut-être la niche en fonction de la marge brute. Est-ce que vous avez fait l'exercice du calcul de la marge nette? C'est juste qu'on n'avait pas les données. Dans le texte, il nous disait qu'on n'avait pas ces données-là pour l'industrie, ce qui veut dire que ça nous prend quand même un comparatif. Et puis, nous, on ne voulait pas comparer avec rien. Là. Donc, on était allé avec ce qu'il nous donnait dans le texte, on avait la marge brute. Donc, c'est sûr que oui, après, il peut y avoir des changements entre les deux, mais on s'est basé là-dessus. Avoir plus d'informations, on ferait l'exercice d'avoir les deux pour voir une différence. Il y avait aussi la question de l'enjeu pour le client qui était le risque lié à l'augmentation du prix du pétrole. Est-ce que vous avez pensé à une stratégie pour la gestion de ce risque-là? Bien, au niveau de ce risque-là, c'est sûr qu'à 0,54% d'ownership, M. Water ne peut pas devenir président de la compagnie demain matin, se faire écrire sur le board member et pouvoir développer ça. Par contre, à 0,54%, ça lui permet d'avoir un certain leverage relatif pour en discuter avec d'autres actionnaires. D'être à jour, c'est quelque chose qui va falloir rester en constance. Désolé, je cherche vraiment mes termes. En constance, en information, être à jour, je veux dire. Donc, être à jour au niveau de l'information qui rentre. L'évolution du prix du pétrole. Mais avec les derniers temps, le prix du pétrole est diminué. Les explorations sont de moins en moins coûteuses malgré tout. Donc, c'est de quoi que dans la période de 10 ans qui a été demandé d'être évalué, ce n'est pas un risque qui, pour nous, est un risque majeur au niveau du risque. Non, mais c'est sûr que quand on avait discuté au début dans les pour et contre, peut-être au niveau plus qualitatif, c'est sûr qu'on avait, dans une perspective où, par exemple, le prix des énergies fossiles, il atteignait un plafond énorme et puis que ça venait gruger toutes les marges, puis que tous les joueurs de l'industrie se détournaient vers quelque chose d'autre, peu importe, un bateau de croisière qui serait électrique, ça requiert quand même des investissements qui seraient majeurs. Puis probablement que sur nos actifs à nous perdraient de la valeur, leur valeur de revente serait moins. Puis c'est sûr que ça serait une faiblesse probablement de notre compagnie. Là, comme elle a des plus petits revenus comparé à l'industrie, pour elle, ça peut représenter des énormes investissements qui pourraient nuire éventuellement à la vie. Avec un ratio de liquidité de 1,5, 1,56 qu'on a déterminé, qui ont le capital si jamais il y a des investissements mineurs à modérer. Puis, étant donné que c'est une entreprise américaine, le client canadien, pensez-vous qu'il y aurait une gestion des risques au niveau de la devise à mettre en place? Est-ce que ça peut être une stratégie qu'on pourrait proposer en tout cas? Ça pourrait être une stratégie, oui, en effet. On ne dira pas non. C'est une stratégie qui pourrait être approfondie. Donc, on n'a pas
on n'a littéralement pas regardé au niveau de cette stratégie-là, étant donné que c'était pas demandé dans notre mandat. Le mandat qu'on était vraiment demandé, c'était au niveau de la sous-évaluation. Est-ce que c'était sous-évalué? Est-ce qu'il allait remplir 60 000 $? Ben, c'est sûr que comme on a quand même, c'est assez stable là, dans le futur de nos marges, c'est sûr qu'on ne voudrait pas garder ce risque-là. Donc, évidemment, on n'en a pas parlé, mais c'est sûr que mettre une stratégie de gestion de risque, transférer le risque, par exemple, à un investisseur là, en achetant des futures sur les devises, c'est sûr que ça serait une stratégie également qui serait idéale pour l'entreprise, comme elle ne veut pas. Comme ces marges sont quand même petites comparé à l'industrie, elle ne veut pas prendre le risque que, par exemple, le taux de change diminue. Ben, monsieur Bowater ne veut pas prendre le risque que son taux de change diminue, par exemple, qu'il perde tout son gain. Là. Oui, dans le fond, j'avais juste une petite question par rapport à la marge brute. Souvent, quand on a des chiffres qui sont aussi différents, 21, 71, selon vous, pourquoi? Comment expliquez-vous ça? Que dans le fond, les autres, ils ont 40%, en fait 50% de plus. Mais si on prend les grosses, c'est Carabine, Carnival, ils sont littéralement partout dans le monde, donc ça prend beaucoup plus de bureaux. Donc le coût des marchandises vendues, ça augmente drastiquement. Rivet Limited sont plus concentrés au niveau de l'Amérique du Nord. Donc effectivement, ça prend un peu de bureaux. Puis comme dans toutes les industries minières, je suis sûr que, je veux dire, comme par exemple une compagnie de voiture là, de luxe va avoir une marge plus grande là, parce qu'il n'y aura pas d'économies d'échelle qui sont faites dans le cas de notre entreprise. Donc ça lui, par contre, on est capable de demander un prix plus cher. Puis, donc c'est sûr, comme dans toutes les entreprises de luxe, là, il y a une marge qui est plus élevée. La période de questions est terminée. Merci beaucoup. Merci.